Voilà, on se retrouve sur le plateau d'Agnews Sécurité pour la deuxième partie de l'info à chaud sur le thème de protéger nos journalistes dans le pays des libertés où celle de la presse devrait être sanctuarisée. Des journalistes, médiatiques ou non, sont conspués, agressés, menacés de mort. La liberté de penser de Voltaire est déjà sacrément bafouée depuis quelque temps. La fameuse citation « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire », s'efface derrière la peur de s'exprimer. Et la liberté de la presse, l'un des derniers bastions des valeurs bleu, blanc, rouge, est sérieusement maltraité. Après la diffusion, le 23 janvier dernier, d'un numéro de Zone Interdite sur M6, intitulé « Face au danger de l'islam radical, les réponses de l'État », la journaliste Ophélie Meunier a été menacée de mort. Elle est aujourd'hui placée sous protection policière. Menace de mort d'islamistes, d'extrémistes de droite ou de gauche, de groupuscules ou d'individus dérangés. Jusqu'où ira-t-on ? Nos journalistes vont-ils pouvoir continuer à nous informer sereinement ou vont-ils être obligés de se plier au parfum actuel du sans opinion ou du silence ? Comme le disait Thomas Jefferson, qui a été président des États-Unis, notre liberté dépend de la liberté de la presse et elle ne saurait être limitée sans être perdue. Voilà, mes invités, eux aussi, sont menacés de mort. J'ai le plaisir de recevoir Christine Kelly, journaliste sur CNews. Bonjour. Bonjour. Merci Alexandre. Christine d'être là. Vous présentez Face à l'info. Face à vous, et non pas Face à l'info, Bernard de la Villardière, journaliste et producteur sur M6. Bonjour. Bernard. Vous présentez Enquête exclusive. Et toujours avec nous, Georges Fenech et Éric Chalumeau. Merci d'être là. Voilà, alors déjà, je voulais parler de votre condition actuelle. Vous avez été victime, Christine, de menaces à votre arrivée sur CNews, puis après le départ d'Éric Zemmour de l'émission. Comment se sont concrétisées ces menaces ? Comment se sont-elles concrétisées ? C'est-à-dire, quel genre de menaces j'ai reçues ? Ouais, exactement. Au tout début de l'émission, il y a eu une telle rage contre l'émission, des manifestations devant l'émission, des articles très violents, des articles de presse très violents. Et j'ai eu 4 courriers, 4 à mon travail, 3 à mon domicile, avec des menaces de mort, me menaçant tout simplement de m'égorger si j'allais tel ou tel endroit, etc. Bon, voilà. J'ai déchiré les courriers, les menaces se sont calmées, elles ont ressurgi après le départ d'Éric Zemmour, lorsqu'Éric Zemmour s'est déclaré candidat à la présidentielle. Et là, voilà, il y a eu encore quelques menaces. Là, j'ai porté plainte. Et ça suit son cours. Ce qui n'avait pas été le cas lors des premières menaces. Hein, je n'avais pas porté plainte. Je n'avais pas porté plainte. Donc aujourd'hui, vous êtes sous protection policière ? Aujourd'hui, je suis sous protection. Ouais. Policière ou pas, je préfère ne pas dire, ne pas donner d'informations sur ceux qui m'entourent. Ouais. En tout cas, ça fait bientôt 1 an que je suis accompagnée par 2 personnes toute la journée et je suis... Au départ, on me l'avait proposé, même Emmanuel Macron m'avait fait recevoir à l'Élysée, lorsque j'avais reçu des menaces de mort en tant que journaliste, il me disait que pour la liberté d'expression, il n'admettait pas que des journalistes soient menacés de mort pour leur travail. Et à ce moment-là, bon, je n'avais pas porté plainte et il m'avait dit de revenir le voir si jamais les menaces se poursuivaient. Et là, finalement, donc j'ai porté plainte et quelque part, c'est une sorte de soulagement dans mon accompagnement au quotidien. D'accord. Bernard, vous aussi, vous avez été également menacé de mort, et semble-t-il encore fréquemment. Je crois que c'était par le terroriste qui avait assassiné un couple de policiers à Magnanville. Vous avez été sous protection policière à l'époque ? Oui, absolument. C'était un couple, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, je tiens à rappeler leur nom, qui habitaient à Magnanville. Et le fameux, tristement célèbre Larossi Abala les a agressés à leur domicile, les a égorgés, les a tués. Heureusement, d'ailleurs, il n'a pas exécuté leur fils de 3 ans. Ouais. Mais quel héritage, ouais. Quelle souffrance pour ce petit garçon qui doit avoir maintenant 7-8 ans. Et je pense souvent à lui, vraiment. Et Larossi Abala, avant d'être abattu dans l'assaut du raid, a laissé un message sur Facebook en appelant à assassiner un certain nombre de gens, dont Gilles Kepel, 2 ou 3 autres journalistes. Et puis, me concernant, il m'avait réservé un sort particulier, ouais. Puisqu'il avait dit, Bernard de la Villardière, allez le tuer chez lui, tuez-le. Donc j'ai eu un coup de fil du ministère de l'Intérieur, de Bernard Cazeneuve, ouais. Qui m'a
demandé d'accepter ma protection parce que dans un premier temps, je l'avais refusé à un de ses collaborateurs qui m'avait appelé le lendemain. Il avait laissé un message sur Facebook, donc Larossi Abala, qui était inspiré par un garçon qui s'appelle Rachid Kassim, dont on reparle beaucoup ces jours-ci, puisqu'il est aussi cité dans le procès sur l'assassinat du père Hamel. Rachid Kassim a été tué quelques mois plus tard, en 2016, d'après les services de renseignement français, dans le bombardement par un Rafale d'un immeuble de Baghouz, qui était le dernier réduit des soldats de Daesh à l'époque. Daesh était en train de tomber. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit au ministère de l'Intérieur, je préfère me séparer de cette protection. J'ai fait une lettre en demandant au ministère de l'Intérieur de me décharger de cette protection, parce que c'était une manière aussi pour le ministère de l'Intérieur de se protéger, parce qu'eux souhaitaient plutôt poursuivre. Mais pour vous raconter une anecdote, à l'époque, je tournais un film Enquête exclusive en Seine-Saint-Denis, j'avais besoin d'aller en Seine-Saint-Denis, en plein jour, pour faire des interviews. Et les 2 policiers qui m'accompagnaient m'ont dit il faut qu'on en réfère au ministère de l'Intérieur, à notre chef de service. Le chef de service m'a appelé, il m'a dit mais monsieur de la Villardière, vous n'y pensez pas. Même si je vous mets 6, 8, 10 hommes, il n'est pas question que je les expose en les envoyant avec vous tourner en Seine-Saint-Denis. C'est vous dire quand même, c'était incroyable. Je suis tombé de ma chaise. Non, mais c'est vous dire si vraiment où en est la situation aujourd'hui en France. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus sous protection policière. Je suis plus sous protection policière parce qu'au bout de quelques mois, j'y ai renoncé par courrier. Voilà. En revanche, je sais qu'il y a quelqu'un au ministère de l'Intérieur, pour moi et comme pour d'autres, qui surveille mon profil et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que, voilà, encore une fois, je vous rappelle que Rachid Kassim, qui a supposément été tué, est aussi l'inspirateur du meurtre du père Hamel. Donc c'est une affaire sérieuse. Alors par contre, ce que je tiens à raconter aussi, c'est qu'il va y avoir un procès sur l'assassinat de ces 2 policiers, ce couple de policiers, et que j'ai voulu, à une époque, me porter partie civile. À l'époque, on a désigné un juge d'instruction pour ça. Eh bien, le juge d'instruction a estimé que la menace était éteinte et que donc je n'avais pas le droit de me porter partie civile. C'est génial. Il y a le ministère de l'Intérieur qui me dit « vous êtes en danger, on vous met sous protection ». Et le ministère de la Justice, enfin le juge d'instruction, qui estime que non, que la menace est éteinte et que c'est pas possible. C'est une contradiction, mais invraisemblable. Et ça m'a énormément choqué. Et d'ailleurs, je crois que j'ai la possibilité de me porter partie civile au moment où le procès sera audiencé. Et je ne vais pas me priver de le faire. En tant que victime, bien sûr, de ces menaces, bien sûr. Vous êtes partie civile dans l'affaire. Mais ce statut de victime n'est pas Et je suis un peu étonné de cette position du juge d'instruction qui est contradictoire. Complètement. Pour moi, celle qui est importante, c'est celle des services qui, eux, sont chargés de la sécurité. Le juge d'instruction instruit des affaires, il n'est pas chargé de la protection. Alors, quel est votre quotidien aujourd'hui? Parce que vous continuez à être menacé, Bernard. On a vu des vidéos qui traînent entre autres sur Internet, où effectivement, vous êtes dans des quartiers difficiles et vous êtes entouré de groupes qui vous menacent. C'est hyper compliqué, j'imagine. Je peux me permettre. Ce qui est interpellant dans ce qu'il dit, c'est le fait qu'il ne puisse pas aller à Saint-Denis ou ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut une protection pour protéger les policiers qui le protègent. Non, mais c'est grave pour la liberté de la presse. C'est grave pour la liberté d'expression. C'est grave pour la liberté du journaliste. On en est arrivé là, aujourd'hui, en 2022. C'est très grave. Je ne sais plus quelle est votre question. Non, pour voir si vous continuez, effectivement, dès que vous allez sur le terrain, à être menacé. Voilà, il y a quelqu'un qui surveille mon profil, comme d'autres journalistes qui ont été exposés à des menaces de mort au ministère de l'Intérieur. Je suppose que c'est ton cas, et également Christine, bien évidemment. C'est surveillé comme le lait sur le feu, bien évidemment, par les services. Non, je ne suis pas protégé. Non, mais je fais attention. Mais vous continuez d'être menacé. À la période du Covid-19, oui, mais ça, c'est sur Twitter. S'il y avait de nouveau une menace émanant d'un soldat de Daesh, je pense que ce serait pris en considération. Pour l'instant, ce sont des menaces, en effet, sur Twitter, mais de la part de gens qui sont en France, sans doute, et qui se déchaînent. Voilà, c'est vrai que, comme j'ai fait ce film sur l'islamisme il y a 5-6 ans, on m'a attribué la paternité du film qui est passé récemment sur M6, qui est faux, parce que c'est pas moi qui l'ai produit. En revanche, à ce moment-là, ça s'est de nouveau déchaîné. Voilà, donc j'ai été une victime collatérale de ce fameux sujet qui est passé dans Zone Interdite, qui était un formidable reportage. Mais quand on voit ce que cela entraîne
voilà, par de mesures de protection auprès d'Ophélie Meunier, qui a 35 ans, qui vit une situation pas facile. Du coup, on comprend que les chaînes se posent des questions, ou que les médias, de manière générale, quand elles font des sujets hésitent à faire des reportages sur l'islamisation et sur la progression de l'islamisme en France, parce qu'on sait quelles sont les conséquences. C'est la mise en péril des gens qui traitent de ces sujets. Et donc, du coup, c'est une espèce de censure qui ne dit pas son nom, finalement. Eric, comment marche le service de protection, le SDLP, celui qui protège des personnalités, comme peut-être Christine ou Bernard à l'époque? Alors, vous l'avez abordé, et avant qu'on ait cet échange, alors je ne vais pas dire le nom, de toute façon c'est un ancien directeur de ce service, qui a une grande expérience dans la police, et qui me disait une chose qui nous fait réfléchir. Il disait, c'est quand même très singulier que ce service public de protection qu'on appelait avant, vous voyez, les changements d'acronymes sont significatifs. Protection des personnalités, non? Et avant, les VO, donc c'était vraiment un service très officiel qui ne ciblait que les dirigeants de la République et les hôtes étrangers de la France. Ensuite, il est devenu service de protection des hautes personnalités. Donc on a ajouté, et c'était notamment au moment des attentats rue des Rosiers, où il y avait les religieux, les rabbins menacés, c'était quand même des attentats dirigés en large partie au moment de la cause palestinienne et d'autres causes, mais très dirigées contre, on va dire, les communautés, la communauté israélienne. Et il me dit, il y a eu ce glissement, et maintenant le service s'appelle le service de la protection. Donc vous voyez que c'est très large. C'est très large. Et VO, ça voulait dire quoi? Voyage officiel. C'est oui, ça. Voilà. Moi, je me rappelle de l'époque voyage officiel. L'époque voyage officiel. Deuxième remarque de cet ancien directeur, il m'a dit, tu sais, à l'époque, les journalistes, il fallait surtout qu'ils se protègent de l'État. Qui les surveillait, voire qui les écoutait, voire qui les menaçait avec certains services. C'est l'affaire des écoutes sous François Mitterrand, qui n'avait indigné personne, en tout cas à gauche à l'époque, alors qu'une affaire pareille surgirait aujourd'hui, ce serait un vrai scandale. Un vrai scandale. Donc, il me dit, bon, on n'est pas en Russie, on n'est pas en Turquie, on est en France, et maintenant c'est une autre forme de menace qui pose des problèmes remarquablement compliqué, d'abord d'évaluation de menaces, vous l'avez dit, donc en effet il y a une veille de ce service, avec l'UCLAT qui dépend de la DGSI, qui fait l'évaluation des menaces. Alors ils ont une classification, parce qu'à un moment donné, il faut bien mettre... bien sûr. Ça va de 1 à 5 je crois, ou de 1 à 4. Oui, de 1 à 4 avec un plus, si vous voulez, donc il y a cette classification de la menace. Après, il y a aussi, je ne dis pas que c'est contractuel, mais il y a aussi l'adhésion du journaliste, en l'occurrence, de la personnalité. Il faut adhérer à quelque chose qui est quand même extrêmement contraignant. Et après, il y a ce que les techniciens appellent la profondeur de la protection. C'est-à-dire, est-ce que c'est, entre guillemets, seulement un véhicule qui vient vous chercher de manière spécifique pour vous accompagner, ou est-ce que c'est une protection profonde? Là, vous êtes... Quasi 24 sur 24. Les enfants, la famille, des magistrats ont été ainsi protégés, bien avant les menaces islamistes. Moi, j'ai connu un juge d'instruction Bruguière. Bien connu. Jean-Louis Bruguière. Bruguière. J'en ai connu un autre à Grenoble, Esbuche ou à Lyon. Oui, c'est plus ancien, ça. C'était des crimes crapuleux. Il avait 5 enfants. Donc il fallait beaucoup de monde pour le protéger. Donc aujourd'hui, c'est quand même très nouveau. C'est très nouveau de devoir protéger des journalistes avec ces conséquences que vous venez de dénoncer sur cette autocensure qui est comme une espèce de brouillard dont on ne sait pas exactement jusqu'où. Alors je voudrais ajouter que oui, évidemment c'était contraignant, mais en même temps c'est une aventure humaine incroyable parce que moi, comme j'ai été une protection temporaire, je changeais de policier tous les 2 ou 3 jours. C'était jamais vraiment les mêmes équipes. Ça finissait par revenir au bout de quelques semaines. Et donc j'ai noué des liens avec certains d'entre eux, mais c'était une manière, ils me racontaient leur métier, bien évidemment, ce qu'ils avaient fait avant, et notamment ils avaient été beaucoup dans les bacs, et je me souviens de leur pessimisme quand je leur demandais, bon, vous avez travaillé en banlieue, dans certaines cités, qu'est-ce que vous en pensez? Et je me souviens de leur regard dans le rétroviseur, parce que j'étais sur la banquette arrière, ils me disaient, mais monsieur, c'est foutu, la guerre est perdue, c'est fini, c'est trop tard. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles souvent ils avaient quitté les bacs, parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils étaient désespérés d'être noyés sur la procédure judiciaire, et donc ils pensaient pantoufler au service de la protection, sauf que malheureusement, il faut les saluer parce qu'ils sont encore en service, ils font beaucoup d'heures sup, et ils ont mis un certain temps à les récupérer, je ne suis même pas sûr qu'ils aient tous récupéré. Et ce qui est aussi nouveau, c'est que pour le pouvoir politique, ok, il y a l'UCLAT qui évalue les menaces, mais aujourd'hui, politiquement, c'est très compliqué de
dire non à une protection. Il y a quand même eu le précédent de Franck Massolaro, donc policier de Charlie Hebdo, mort, et la préfecture de police est encore traumatisée. Le fait qu'il y ait eu un dispositif, vous savez qu'il y avait un dispositif de policiers en tenue devant Charlie Hebdo, à un moment donné, il a fallu le lever parce que ce sont des dispositifs H24 avec 2 à 3 policiers très coûteux, et les faits se sont passés 3 mois après. Et normalement, il y aurait dû avoir 2 policiers, un autre était allé chercher, sorti, etc. Et ce traumatisme-là, pour le politique, il est considérable. C'est-à-dire l'évaluation de la menace, elle est aujourd'hui extrêmement difficile. Mais ce qui est important, c'est le poids de cette menace sur la parole publique. Y compris sans doute des maires, des députés, des élus de manière générale, mais aussi des journalistes. C'est ce qui m'interpelle, et c'est des ce que médias. je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui m'interpelle, c'est effectivement les médias muselés, l'autocensure. Moi, j'ai été dans des émissions où on entend les chroniqueurs qui disent « moi, je ne parle pas de ce sujet-là ». Ah non, mais c'est le sujet non, je n'en parle pas, j'aurai des menaces de mort. Donc il y a une véritable autocensure. Il y a une véritable autocensure, et ça, ce sont des chroniqueurs, mais il y a aussi des médias, comme le disait Bernard, Bernard disait qu'ils peuvent se poser la question ou qui hésitent. La plupart des médias, ils n'hésitent pas, ils n'en parlent pas du tout. Ils préfèrent. Non, mais c'est vrai. Ils ne parlent pas de sujet. Non, mais c'est vrai. Ils préfèrent ne pas en parler. Y compris le service public. Depuis combien de temps le service public ne s'est pas intéressé à ce sujet? Et regardons Ophélie Meunier. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a par exemple des animateurs, des chroniqueurs qui vont prendre position sur un sujet et qui vont être victimes de menaces de mort. Mais maintenant, on voit que la menace de mort s'est déplacée. Elle est même là où on ne prend pas position. Depuis quand m'a-t-on vu prendre position en faveur d'un sujet? Je veux dire, j'ai mes idées, mais à l'antenne, jamais je n'ai donné mes idées. Et pourtant, je subis des menaces de mort. Depuis quand Ophélie Meunier a donné son idée, son position sur un sujet ou un autre? Donc la menace de mort s'est déplacée, et ça, c'est une alerte. Le fait que la menace de mort se déplace entre la prise de position, la prise d'opinion et juste le poste d'observation, la description. Et ça va jusqu'à la compromission, voire la lâcheté sémantique. Parce que le nombre de médias dans lesquels tout d'un coup on dit, je me souviens d'un jour sur une radio de service public, où on parlait de l'individu s'était radicalisé religieusement 3 mois plus tôt. Au lieu de dire que il s'était islamisé, enfin il avait versé dans le djihadisme ou dans le salafisme. C'est radicalisé religieusement. Non mais c'est génial. Un type qui se radicalise religieusement, c'est un gars qui rentre au monastère, qui devient soufi, tu vois, voilà, qui devient un grand mystique. Non mais là, plutôt que d'employer le terme islamiste, on dit il s'est radicalisé religieusement. Alors que l'islamisme, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une idéologie. Est-ce que justement on connaît les types de profils de vos menaceurs? Non. Non. Moi, je vous ai parlé de Rachid Kassim, soldat français de Daesh, qui était un recruteur et un donneur d'ordre, chef de réseau. Pas encore. Est-ce qu'on travaille sur le dossier? Est-ce qu'on essaye de les intercepter? Le fait que j'ai porté plainte, les menaces que vous avez reçues, parce que j'imagine que c'est sur votre téléphone. Oui, sur mon téléphone, sur mon téléphone personnel, sur mon mail personnel. C'est la raison pour laquelle j'ai porté plainte. En fait, c'est vraiment l'avocat qui a porté plainte. Donc ça peut être traçable. Moi, je ne vais pas vous cacher que le simple fait de passer 3h30 pour déposer plainte, plus 3h30 chez le psy, plus 3... Je ne voulais pas porter plainte uniquement pour ça. Finalement, mon avocat m'a dit tu portes pas plainte, je le fais pour toi. J'ai quand même passé 3h30 à la préfecture de police, 3h30 chez le psy. Non, mais ça, c'est très chronophage. Et après, on espère aussi avoir de résultats. Donc c'est intéressant de voir aussi toute la mécanique. Parfois, on ne va pas porter plainte juste parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. En tout cas, ils sont sur la piste. Mais il faut faire de la résistance et donc il faut aller porter plainte et prendre le temps pour ça. Je l'ai fait aussi pour donner exemple parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont menacées de mort. Il faut que je le fasse pour montrer l'exemple. Exactement. Georges, qu'est-ce que risquent les menaceurs? Les menaceurs? Oui. Une menace de mort, c'est prévu par la loi. Je crois que c'est 5 ans d'emprisonnement. 5 ans, c'est un délit. Prévu, voilà. Mais quand on parle de profils, moi je vais vous en donner 2 profils, les frères Kouachi. Ceux qui ont massacré des journalistes en France. On a eu des journalistes massacrés en France, qui était quand même sans précédent. Donc je crois que là, vraiment, la question qui se pose, elle a très bien été soulevée par Kassem Kelly, c'est est-ce que ça a un impact sur la liberté d'informer? Moi, je constate aujourd'hui que depuis l'affaire Charlie Hebdo, combien de journaux ont publié des caricatures ou s'aventureraient à publier des caricatures? L'Express. L'Express. Donc vous voyez bien qu'au final, finalement, ça constitue un frein, une autocensure quelque part, ce qui est nouveau dans notre pays. Et ça m'inquiète beaucoup. J'aime bien, moi, reprendre toujours la formule de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit que la liberté de la presse, c'est la chienne de garde de la démocratie. Si on recule
si aujourd'hui on se freine pour aller faire des reportages dans tel ou tel endroit, ça veut dire que quelque part, ceux qui menacent ont avancé eux-mêmes, voyez-vous. Donc je ne sais pas quelle serait la solution, mais en tout cas, il faut rester extrêmement ferme pour défendre cette liberté. D'autant plus que la liberté d'expression a des garde-fous dans la loi, qui sont clairs. L'incitation à la haine, notamment. Donc, elle est bien encadrée et à l'intérieur de ce cadre, il y a toute une marge et il faut absolument laisser la liberté d'expression exister. Et c'est elle qui protège la société, c'est elle qui protège les esprits, c'est elle qui développe l'esprit critique, c'est elle qui permet justement d'avoir une démocratie équilibrée. Maintenant, on va clairement vers une démocratie qui n'a plus tous ses piliers, qui est en train de s'effondrer sous nos yeux et on est en train d'applaudir l'effondrement de notre démocratie. Que font les politiques ? Que fait le législateur? Que font-ils pour monter au front, pour justement protéger notre démocratie pour qu'elle puisse avoir la liberté d'expression? On ne se rend pas compte à quel point avoir 4 personnes, 4 opinions différentes sur un plateau, 4 points de vue différents, ça permet l'équilibre de points de vue, l'équilibre de l'esprit critique et l'équilibre dans la société. Alors, vous êtes des personnalités médiatiques en tant que journaliste, mais il y a aussi les journalistes de terrain. On l'a vu récemment avec des journalistes de l'AFP qui couvraient un rassemblement anti-pass vaccinal du mouvement Les Patriotes de Florian Philippot, qui ont été menacés, agressés par des militants d'extrême droite et qui ont été sauvés d'extrême justesse par leurs agents de sécurité. On l'a vu au moment des Gilets jaunes aussi, hein, sur les journalistes de BFM qui ont été bien sûr, maltraités. Agressés. Donc, est-ce qu'aujourd'hui... Un journaliste de Livre Noir qui a été agressé récemment aussi dans une manifestation. Est-ce qu'aujourd'hui... Pour le comité Adama Traoré, je crois d'ailleurs. Ouais. Il y a quelques jours. Comment s'organisent les rédactions pour envoyer leurs journalistes sur le terrain? Est-ce qu'on fait appel à la sécurité privée? Est-ce qu'on prend justement des... c'est ce que fait BFM, je crois, aujourd'hui. CNews aussi. Et CNews également. Le service public aussi, France Télévisions, ils font appel à des sociétés de sécurité privée, bien sûr, qui protègent et encadrent les journalistes sur le terrain. Et on l'a vu beaucoup à CNews, dans les rédactions, pendant la manifestation des Gilets jaunes. Et je vous avoue qu'en tant qu'ancien membre du CSA, en tant que journaliste, en tant que tout ce qu'on veut, en tant que femme, en tant que tout, j'ai été choquée de voir des journalistes de la rédaction partir accompagnés avec des agents de sécurité pour couvrir l'information, pour couvrir une manifestation. Je veux dire, c'est quand même juste, on marche sur la tête. Accepter ça, c'est tout accepter. Accepter ça, c'est grave. Accepter de voir un journaliste partir, on n'est pas en guerre. Moi, aujourd'hui, de fait, j'évite d'aller dans certains quartiers. Non, mais partir avec 2 agents de sécurité pour couvrir une information dans Paris, je veux dire, on peut se poser des questions. On n'est pas en Afghanistan. Qu'est-ce qu'on reproche finalement aux journalistes? C'est quoi? Ce qui est reproché aux journalistes, c'est tout et rien, c'est tout ou rien, c'est tout et n'importe quoi. Et comme je disais tout à l'heure, on est parti de la liberté, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, de la liberté d'opinion qui est attaquée, la liberté de description qui est attaquée. Dans le documentaire de Roubaix, c'est la liberté de description, d'écrire un fait, et maintenant critiquer. Et maintenant, la liberté juste d'être présent. On ne peut pas être présent sur un sujet, on ne peut pas être présent sur une manifestation, on ne peut pas être présent dans une ville, on ne peut pas être présent quelque part, juste parce qu'on est, et parce que les médias sont critiqués. Et pourquoi les médias sont critiqués? Parce que justement, il y en a aussi qui font de l'autocensure. Donc les bons peuvent payer pour les mauvais, et parce qu'il faut s'attaquer à quelqu'un, et parce qu'il y a une certaine défiance, qui est défiance du politique, défiance du média, défiance du journaliste, et parfois les bons paient pour les mauvais. Après, les zones de non-droit pour les journalistes, c'est apparu il y a déjà pratiquement une trentaine d'années. Moi, je vais vous raconter une anecdote, c'est que c'est à l'époque d'ailleurs, les médias se déplaçaient dans certaines cités ou dans les banlieues avec des voitures siglées. Donc il y avait les voitures RTL, TF1, c'était avant. Non, c'est complètement... Et ça a commencé, alors je vais vous raconter, parce que je l'ai vécu, j'ai couvert les émeutes de Sartrouville, je crois que c'était en 92, je crois. Je travaillais pour RTL à l'époque, j'avais une voiture siglée RTL, et il y avait eu un incident entre un vigile et des jeunes de la cité, etc. Il y a eu une nuit d'émeute. Et les policiers ce soir-là ont été, il y avait des cordons de CRS qui affrontaient les jeunes militants, jeunes activistes ou voilà, les jeunes émeutiers. Et j'ai voulu aller récupérer mon véhicule à 2 ou 3 heures du matin pour rentrer. Et il était en train d'être retourné
par des loulous, et ils ont mis le feu au véhicule. Oui. Et donc j'ai été chercher en renfort un commissaire qui était là, et qui m'a dit où est-ce que c'est, et il est revenu avec moi, on a fait 100 mètres. Et puis tout d'un coup, on a vu les gars venir vers nous, et donc on a détalé, bien évidemment. Et ce soir-là, je suis rentré avec la voiture Europe 1, je me souviens que c'était Laurence Ferrari, d'ailleurs, qui m'avait ramené chez moi. Et je reviens, pardonnez-moi Alexandre, et de ce jour-là, il n'y a plus de voitures siglées dans certains quartiers. Et l'affaire a fait la une du Parisien. Je me souviens que je me suis réveillé le matin et j'ai été annoncé à Olivier Mazerolle, qui était le patron de RTL, que je m'étais fait cramer la bagnole. J'étais un peu embêté, j'étais dans les petits souliers. Et il m'a dit oui, je sais, ça fait la une du Parisien. Et puis il m'a tendu le Parisien, il avait la voiture siglée. Et je reviens sur ça, sur le fait que les journalistes avaient des voitures siglées, la police avait des voitures siglées. Bien sûr, tout ça, ça existe. Maintenant, les médecins, quand vous le disiez, je rebondis sur votre question sur pourquoi les journalistes se font attaquer. Les médecins se font attaquer, les pompiers se font attaquer, les gens qui protègent se font attaquer, les gens qui informent se font attaquer. Il y a une sorte de généralisation de l'attaque qui est de ceux qui protègent, de ceux qui informent, de ceux qui aident, de ceux qui sont supposés nous aider. Je veux dire, c'est assez stupéfiant. Après, c'est pas facilité par certains dans la profession ou des pseudo-journalistes qui vous attaquent pour islamophobie sur certains plateaux télé. Et pour ça, j'ai fait condamner récemment un chroniqueur qui me traitait d'islamophobe depuis des années, et j'ai obtenu devant le tribunal qu'il soit condamné pour diffamation. Bon, ça va. Christine, et donc il s'est tué. Dans une interview au Parisien, Christine, vous avez déclaré la menace de mort tue la menace de mort. Tout le monde a été victime de ce genre de menace. Zemmour, les chroniqueurs de Cyril Hanouna, et vous rajoutez, d'ici là, il va falloir que le législateur se réveille et agisse. On est d'accord ? Absolument. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me dis, mais que fait le législateur? Que fait le politique? Que font justement ces députés, ces sénateurs, ces ministres qui nous regardent et qui sont en train de regarder? Ah oui, nous aussi, on a reçu des menaces de mort. So what? Pardonnez-moi cet anglicisme. Excusez-moi, mais partons déjà des réseaux sociaux. On se fait insulter sans que personne ne soit interpellé. Je veux très bien que ça soit un travail, mais si on est dans une société où, et je pense que Georges Fenech ne me contredira pas, où on applique simplement le code pénal, on l'applique simplement, tout changera. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un autre pays où on applique la loi et où les gens se font menacer comme ça. Donc je demande au législateur, avant que lui-même n'existe plus et qu'il disparaisse lui-même, et que lui-même soit sous la menace des lois même qu'il ne pourra plus faire. Il l'a déjà. Et qu'il l'ait déjà. Qu'il puisse lui-même se saisir de ce sujet et mettre la démocratie en première pile sur cette table. On a des députés qui sont menacés, agressés chez eux même, pour voter des lois sur l'état sanitaire. C'est quoi la solution? Je crois que plus que le législateur, parce que les textes, nous les avons en réalité. Nous avons. Alors sans doute on peut légiférer par exemple sur l'anonymat dans les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais là il y a une zone d'impunité. L'application de la loi. Si on continue à avoir de simples rappels à la loi dès lors qu'il y a des violences sur des personnes qui représentent l'autorité ou la presse, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut une justice qui soit très ferme dans la sanction par rapport à ce type d'agression. Je crois que c'est surtout une culture judiciaire qu'il faut absolument revoir. Qui est loin d'exister, a priori. Comment ? Qui est loin d'exister, a priori. Pour l'instant, moi je n'entends pas, surtout quand je vois les peines qui sont prononcées après les agressions contre des policiers. Elles ne sont pas à la hauteur. Et je peux rebondir encore, si vous permettez, Alexandre, pardon. Moi, j'adore quand vous rebondissez. Non, mais parce qu'il y a effectivement le code qui doit être appliqué. Il y a effectivement toute la procédure judiciaire qui n'est pas appliquée. Mais il y a aussi des circulaires, par exemple, comme la circulaire Belloubet, qui a été abrogée par un syndicat de la magistrature, qui a été retoqué par le Conseil d'État et qui n'a pas été abrogé par le ministre de la Justice. Qu'est-ce que ça veut dire, mon cher Alexandre? Ça veut dire que cette circulaire dit « ne mettez pas en prison pour les courtes peines ». Donc, ce qui veut dire que non seulement les textes ne sont pas appliqués, mais en plus de ça, il y a des circulaires où le ministre de la Justice pourrait abroger cette loi pour mettre en prison, et la loi et la volonté est de ne pas mettre en prison. Ça, c'est un très vaste sujet. Oui, les places en prison, mériterait effectivement entre ce qui est dans la loi, en réalité, et ce qui, en pratique, par le biais de circulaires, effectivement, se traduit par une mansuétude qu'on ne comprend pas. Voilà. Parce que c'est vraiment un laxisme dans ce genre d'affaires qui entretient ce sentiment d'impunité
et donc d'encouragement à persévérer dans cette forme de Les textes délinquance. des politiques disent ne mettez pas en mais les prison. circulaires Il faut comme le ça, dire, je il faut le pourrais- souligner. Je pourrais Voilà. vous en citer, la prison, c'est Voilà. mal, il faut Donc pas... c'est un frein à la réaction. Pour Absolument. terminer, Christine Bernard, est-ce que ça va changer votre manière de travailler? Ça l'a déjà peut-être fait. Est-ce que vous allez céder? Moi personnellement non. Moi personnellement non. C'est d'ailleurs pour ça que je continue de témoigner, etc. Même si certains me conseillent de me taire ou de me faire Vos plus proches, discret sur ces sujets. Non, pas forcément mes proches. Ils me suivent. Voilà, ils sont courageux. Non, je voulais parler quand même en un mot du djihad judiciaire, parce qu'il y a aussi une autre forme d'atteinte à la liberté d'expression. C'est que, bon, par exemple, ce document sur l'islamisme qu'on a diffusé sur M6, que j'avais produit il y a 5-6 ans, l'UOIF, qui est aujourd'hui le Rassemblement des musulmans de France, a porté plainte aussitôt pour diffamation. Ce qui fait que ce doc, on n'a jamais pu le rediffuser. Et que 3-4 ans après, quand l'affaire a été audiencée, on avait nos avocats, j'étais prêt, etc. Et ben l'UOIF, 2 jours avant l'audience, a retiré sa plainte. Formidable. Donc c'est une forme de censure, parce que ça Mais nous le a mal a été empêché. fait. Le mal était fait, puisqu'on ne pouvait pas rediffuser ce document, et c'était une manière de nous condamner au silence. Et ça, j'ai encore du mal à l'avaler. Oui, j'imagine. Christine? Moi, je trouve que si on baisse les bras, c'est-à-dire que tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Mais il faut que vous Si on soyez baisse tous les bras. à vous serrer les coudes quand même. Voilà, il faut qu'on soit tous à se serrer les coudes, Ouais. il faut qu'on soit tous à militer, non pas attiser la haine, mais prôner la tolérance, prôner l'écoute de l'autre, prôner je veux t'écouter même si je ne suis pas d'accord. Oui, ce que je Et dis c'est là ça maintenant, qu'il faut bien prôner, c'est pas aller contre, c'est aller ensemble et s'écouter et aller vers la tolérance. Donc non, il ne faut pas abandonner et au contraire, il faut avancer et avancer à la tête haute. Il faut que vous vous sentiez soutenus, bien évidemment. Merci beaucoup Christine et Bernard d'être venus sur le plateau d'Agnews Sécurité, parler de ce sujet fondamental. Continuez à nous informer comme vous le savez si bien le faire. Et nous, on vous soutiendra et vous avez micro ouvert ici sur Agnews Sécurité. Voilà. On se retrouve dans quelques instants pour le dernier débat de l'info à chaud. Suicide dans la police, comment stopper l'hémorragie. À tout de suite.